Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Disputandoum. C'est un fléau que certains appellent le mal du siècle. La malbouffe a envahi notre alimentation. Trop gras, trop sucré, trop salé. Ces aliments ultra transformés sont partout, dans les fast-foods mais aussi dans les rayons de nos supermarchés. Ils se multiplient dans nos assiettes grâce aux stratégies commerciales et au lobbying des géants de l'agroalimentaire. Et ce n'est pas sans conséquence. Les incidences sur notre santé, nous le verrons, sont fortes. Jamais l'obésité et le diabète n'ont été aussi répandus. Alors quels sont les impacts de cette mauvaise alimentation sur notre santé? Comment déjouer les pièges des industriels? Comment bien manger, notamment en cette période de forte inflation? On en parle avec nos trois invités aujourd'hui. Bienvenue à vous. J'ai le plaisir d'accueillir Constance Régnier. Bonjour. Vous êtes ingénieure agroalimentaire et diététicienne. Vous avez travaillé comme chef de projet en recherche et développement dans une entreprise de l'agroalimentaire. Et vous êtes maintenant entrepreneuse, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Nous avons également avec nous Frédéric Ciuda. Bonjour. Vous êtes administrateur de l'association UFC Que Choisir de la Vienne. Vous êtes spécialiste des questions de malbouffe et de consommation. Et puis, en duplex depuis Paris, nous recevons le docteur Mathilde Touvier. Bonjour à vous. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, directrice de l'EREN, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, et vous êtes la coordinatrice de l'étude Nutrinet Santé, une étude qui permet d'étudier les relations entre santé et nutrition. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et on commence tout de suite avec une question pour vous, Mathilde Touvier. Quand on parle de malbouffe, finalement, à quoi ça correspond ? Alors, notre alimentation joue de multiples manières sur la santé. Quand on dit santé, on parle de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de tout un ensemble de pathologies. Et donc, il y a plusieurs dimensions dans l'alimentation. Il y a d'abord la dimension nutritionnelle, donc manger trop gras, trop sucré, trop salé, pas assez de fibres, de vitamines, de minéraux, etc. Ça a un impact évidemment majeur sur notre santé, notre risque de développer des maladies. Il y a une autre dimension qui est la dimension de la transformation, l'ultra-transformation, donc les additifs ou d'autres substances industrielles pour lesquelles on commence à se poser de sérieuses questions sur l'impact sur la santé. Et puis, il y a aussi les contaminants qui peuvent venir des pesticides, qui peuvent venir d'autres de contaminations environnementales et qui là aussi sont véhiculés par notre alimentation et peuvent avoir un impact sur la santé. Donc quand on parle de malbouffe globalement et de l'impact de l'alimentation sur la santé, on voit qu'il y a vraiment de multiples voies d'action. Oui, et ces aliments, la malbouffe, on les retrouve notamment dans les fast-foods, enfin pas que, mais en tout cas on en a beaucoup en France, ils sont assez omniprésents. En Nouvelle-Aquitaine également, on va regarder ce chiffre tout de suite. 1500 restaurants McDonald's en France. C'est assez énorme, Constance Régnier. C'est énorme et on le voit de plus en plus partout dans le monde. Il y a beaucoup de fast-food. Et malheureusement, nous, notre jeune génération se dirige beaucoup vers ce style de grande... de restauration. Mais il y a quand même en parallèle des chaînes de restauration qui sont plus slow food, avec de la meilleure qualité, notamment une marque en France qui est derrière le Hamburger, Big Fernand, des choses comme ça. Et on se rend compte qu'en termes de coût, de prix, McDo est parfois plus cher, ou McDo, et on cite que McDo ici, mais tous les fast-foods qui prônent cette malbouffe-là, on va dire, est parfois même plus cher que des bons produits à côté. Frédéric Ciuda, tous ces restaurants de restauration rapide, ils sont omniprésents. Est-ce que ça ne nous incite pas aussi à moins bien manger? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu attiré? Parce on va parler évidemment du comportement des consommateurs, mais on est quand même sursollicité un petit peu. Oui, il faut savoir aussi, vous parliez de McDonald's, que c'est en France, dans l'Hexagone en tout cas, après les États-Unis, que McDonald's engrange les plus forts bénéfices. C'est quand même un signe. Et si on ajoute effectivement à côté de ça toutes les autres chaînes que je ne vais même pas nommer ici, mais qui sont là effectivement des tentations fréquentes et de rapidité, ce qu'on appelle fast food, aller vite. C'est vrai qu'il y a le manger vite et qui concerne les jeunes le plus souvent, ce qui fait qu'effectivement après il y a des habitudes qui se créent et des mauvaises habitudes qui se créent évidemment. Oui. Mathilde Touvier, on parle de fast-food, il y a des aliments ultra transformés, mais c'est aussi le cas dans les rayons de nos supermarchés. Et c'est un petit peu plus insidieux, ça veut dire que c'est des aliments qu'on peut acheter sans se rendre compte vraiment qu'ils sont ultra transformés.
Alors oui, l'idée vraiment, hein, quand on choisit ses aliments au supermarché, alors déjà nous on a essayé de faciliter les choses en créant le Nutri-Score. Donc c'est ce logo à 5 lettres et 5 couleurs qui permet vraiment, en un coup d'œil, d'avoir une idée de la qualité nutritionnelle globale de l'aliment. Donc ça, quand on fait ses courses, ça donne déjà une très bonne indication sur le côté, sucre, gras, calories et cetera. Après sur le côté ultra transformation, pour l'instant, il n'y a pas d'étiquetage ad hoc, hein. On y travaille, on y réfléchit pour pouvoir, dans les années futures, aussi intégrer ça potentiellement au Nutri-Score. Mais pour l'instant, là, on peut détecter les aliments dits ultra transformés, notamment par la composition et lorsqu'on voit des additifs alimentaires de type émulsifiant, édulcorant, colorant. Et donc là, effectivement, on ne sait pas encore bien l'impact sur la santé, mais on commence à avoir plusieurs études. Nous, par exemple, dans l'étude Nutrinet Santé, hein, sur plusieurs dizaines, centaines de milliers de citoyens français, on commence à voir des liens entre certains édulcorants et risques de maladies cardiovasculaires, de cancer, ou bien nitrites et risques de diabète, cancer, etc. Donc voilà, c'est effectivement des choses desquelles il faut se soucier quand on choisit nos aliments au quotidien. Et comment on fait, Constance Régnier, pour finalement, voilà, sur nos étiquettes, pour se rendre compte qu'il y a des mauvais des additifs, des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé? On parlait du Nutri-Score, juste pour répondre à votre question, je pense que ce qu'il faut regarder en premier, c'est la liste d'ingrédients. C'est ce qui vous permet vraiment de comprendre ce que vous mangez, et c'est par ordre décroissant. Donc le premier aliment, c'est vraiment ce qui est présent dans le produit. Parfois, on voit beaucoup l'eau, on voit des choses comme ça. Et il y a une application qui s'appelle SIGA, justement, qui tient compte des additifs du côté ultra transformé, et qui permet un petit peu d'aider les consommateurs dans leurs achats. Le Nutri-Score, moi je suis... il y a des professionnels qui sont pour, d'autres qui sont un peu plus contre. Moi, j'avoue que je regarde jamais le Nutri-Score. Je trouve que quand on regarde vraiment le pain de mie industriel, les chocs à pic, c'est tout des Nutri-Score A, le Coca-Cola Zéro Nutri-Score B, et le Roquefort Nutri-Score E, le miel, donc... Vous trouvez qu'il y a un manque de cohérence parfois, c'est ça? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Moi, ce que je recommande, c'est pas forcément de regarder en premier lieu le Nutri-Score, mais un petit peu plus la liste d'ingrédients, parce que c'est vraiment ça qui va vous faire partir sur des produits plus bruts et meilleurs pour la santé. Je vous laisse réagir et puis ensuite, Mathilde Touvier, je vous fais réagir. Justement, je vous ai ramené un petit objet qu'on distribue quand on est sur les marchés. Il s'agit d'une loupe, justement, qui permet de voir un peu les ingrédients. Surtout quand on a des problèmes de vue. Et qu'effectivement, tout le problème est là, comme vous disiez, effectivement, dans la liste des ingrédients. Si on arrive à l'analyser, si à la décortiquer, parce que c'est souvent quelque chose qui relève quand même des arcanes de l'industrie alimentaire, eh bien, c'est quand même déjà un premier pas de gagner. Les gens qui arrivent à lire une liste d'ingrédients, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est un petit peu opaque. Mathilde Touvier, vous vouliez réagir? Oui, évidemment, sur plusieurs points. Oui. Alors déjà, le Nutri-Score, c'est vraiment le seul logo avec un algorithme derrière qui a été vraiment validé scientifiquement pour l'étiquetage. Donc, il y a plus de 150 publications qui montrent notamment, hein, par exemple, des liens entre le fait de consommer des aliments mieux notés au Nutri-Score et un moindre risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, de syndrome métabolique, etc. Donc, c'est vraiment un logo derrière lequel il y a énormément de science. Sans compter même des milliers de publications qu'il y a montrant le problème quand on mange pas assez de fibres, trop de sucre, de sel, etc. Donc derrière, il y a vraiment beaucoup de preuves scientifiques de son efficacité. Par ailleurs, alors vous citiez de bons exemples effectivement, et c'est vrai que c'est intéressant de mener ça sur le tapis, par exemple les chocs à pic, il y avait un bon Nutri-Score, etc. Tout ça, et donc le Nutri-Score est amené à évoluer. Hein. Il y a justement un comité scientifique international qui prend en compte les remarques qui sont remontées ou bien les avancées de la science pour le faire évoluer. Et donc tout ça, il y a eu des modifications qui ont été actées à l'été 2022 et qui vont nettement plus pénaliser les produits sucrés, gras, etc. Et donc, notamment, les chocs à pic vont tout à fait perdre en Nutri-Score. Et tous les exemples que vous dites là ne sont plus valables d'ores et déjà avec le nouvel algorithme qui a été acté. Et après, alors, moi, je rejoins un petit peu l'intervention de monsieur de l'UFC Que Choisir, effectivement, qui regarde avec sa loupe en rayon les ingrédients. C'est effectivement quelque chose, quand on est CSP+, donc catégorie socio-professionnelle favorisée, niveau d'éducation favorisé, etc., qu'on a le temps de faire ses courses, on va regarder ça. Maintenant, c'est quand même très important aussi d'avoir cet outil-là qui permette en face avant à tout le monde, y compris quand on a seulement 2 secondes pour faire ses courses, d'avoir l'information principale sur les niveaux de preuve les plus forts, c'est-à-dire vraiment ceux sur l'aspect nutritionnel. Et ensuite, évidemment, l'idée, ça sera de le compléter
ce qui est déjà en cours, avec des travaux de recherche qu'on conduit notamment, en intégrant ces notions de transformation. Par ailleurs, du coup, si vous parlez de SIGA, donc c'est quelque chose qui n'est pas validé scientifiquement. Il n'y a pas de publication scientifique qui valide le score SIGA, comme ça a pu l'être sur le Nutri-Score. Et si vous devez choisir une application qui permette justement de scanner, de donner la liste d'ingrédients, d'additifs, etc., et aussi le Nutri-Score, il y a l'application Open Food Facts qui est vraiment gratuite. Ce n'est pas une entreprise comme SIGA, c'est vraiment une application à but non lucratif qui permet de donner ces informations. Bon, en tout cas, on l'a compris, la malbouffe n'est pas sans risque pour notre santé. Vous l'avez tous les trois bien expliqué. Les études l'attestent, nous y reviendrons après ce sujet. Des maladies sont déclenchées ou aggravées par une mauvaise alimentation. Parmi elles, la maladie de NASH, aussi appelée maladie du foie ou maladie du soda. Une maladie silencieuse qui peut conduire à la cirrhose et au cancer du foie. Je vous propose de regarder ce témoignage et on se retrouve tout de suite après. On sait que c'est pas bon de consommer trop de sucre, on sait que c'est pas bon de ne pas manger assez de légumes, mais je ne pensais pas avoir des conséquences pareilles dès 33 ans. Mathilde Lecomte buvait jusqu'à 1 litre de soda par jour. Désormais, même ses cookies sont à la farine complète et sans sucre. Cette jeune mère de famille a développé une NASH, une stéatose hépatique non alcoolique. Son foie était gorgé de graisse. Heureusement, le diagnostic est arrivé à temps. Elle s'en est sortie grâce à un changement radical d'hygiène de vie. Je me suis intéressée à la qualité des glucides que je mangeais. J'ai essayé de privilégier les indices glycémiques bas en consommant des pâtes semi-complètes, en consommant du pain fait avec de la farine complète. Et surtout, je me suis mise au sport. Mathilde a été suivie au CHU de Limoges où un fibroscan a confirmé la NASH en mesurant l'élasticité de son foie. Votre chiffre d'élasticité il est vraiment très très bien puisqu'il n'y a aucune fibrose. Les principaux facteurs de risque de la NASH sont le diabète ou le surpoids et les spécialistes voient de plus en plus de cas. On estimerait sa prévalence entre 20 et 25%. Les études sont difficiles parce que souvent sous-estimées. C'est une maladie silencieuse et si vous ne faites pas un dépistage, vous n'avez pas de symptômes. Elle est grave parce qu'elle peut conduire à la cirrhose et au cancer du foie. Aujourd'hui, Mathilde partage son expérience sur les réseaux sociaux. La plupart des questions posées concernent l'alimentation, mais la parole se libère. Je pense que de toute façon, il y a une part un peu de honte là-dedans. Je ne suis pas sûre que si aujourd'hui je n'étais pas guérie, j'irais dire ouvertement devant les médias que j'avais un foie gras parce que j'avais une hygiène de vie qui n'était pas très saine. Reste à toucher un plus large public pour inciter au dépistage. Une simple prise de sang peut alerter. Bon, alors évidemment, il n'y a pas que la maladie de NASH, mais avant de parler des autres pathologies, une petite réaction, Monsieur Souda ? Moi je pense qu'effectivement dans ce domaine-là, les industriels ont une part importante de responsabilité parce que, alors il y a le produit en lui-même, mais il y a l'accompagnement de ce produit. C'est-à-dire que pour moi, sur le plan publicitaire, vous parliez par exemple du Choc-Apic tout à l'heure, mais il y a des tas d'allégations, c'est intéressant, des allégations qui sont quelquefois des allégations du type nutritionnel, et donc on est en plein dans le domaine santé, qui font qu'effectivement vous allez trouver riche en fibres, faible en sucre. Par exemple pour des céréales. Par exemple, on parlait du Coca-Cola, le Coca-Cola Light, eh bien, en dépit du fait qu'il y ait moins de sucre, eh bien, il est quand même il va favoriser l'évolution du diabète quand même aussi. Donc vous voyez, il n'y a pas, si vous voulez, que le produit. Il y a ce qui l'accompagne et qui incite en tout cas le consommateur à se précipiter sur des produits qui ne sont pas bons pour lui. Donc il y a aussi, Constance, la publicité qui nous incite beaucoup. Ah, totalement. Et pour rebondir justement sur le Coca et revenir un petit peu sur ce Nutri-Score, Coca-Cola, du coup, 0 Nutri-Score B, Coca tout court E, et ça reste plus ou moins quand même la même boisson, sauf qu'à la place du sucre, on a mis des édulcorants. Et ça a été aussi prouvé qu'en fait, si vous voulez, le cerveau a l'impression de boire quelque chose de sucré, mais au niveau des intestins, il n'y a pas cet apport en sucre, donc il y a aussi un problème au niveau du circuit de récompense. Et je crois que c'était dit dans le reportage, justement, c'est quelqu'un qui avait la maladie NASH, mais qui est reparti dans sa cuisine à recuisiner des produits bruts. On la voyait faire des gâteaux. Et je pense que ça, c'est très important de revenir en cuisine, d'acheter des produits bruts, parce qu'on achète vraiment de plus en plus de produits ultra transformés et on passe beaucoup moins de temps en cuisine. Je crois que c'était... ou même le budget alloué à l'alimentation, c'est 25%, il me semble, aujourd'hui en France. Et en 1960, c'était 35%, il me semble. Donc on voit aussi qu'on accorde moins de budget à ce qu'on mange. Je vous propose de regarder ce chiffre à présent. En France, 17% de la population est en situation d'obésité.
un adulte sur 2 en surpoids. Mathilde Touvier, est-ce qu'on est face à un problème de santé publique aujourd'hui ? Oui, bien sûr, hein, qui n'est pas nouveau. Donc, si on veut voir le verre à moitié plein quand même, c'est que ces chiffres-là semblent être en relative stabilisation. Mais bien sûr, ils sont stabilisés trop haut. Donc, il faut vraiment les faire baisser, d'autant que en soi, il y a des problèmes à être voilà, en situation d'obésité. Mais évidemment, ce sont des facteurs de risque de plusieurs localisations de cancer, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, etc. Donc, évidemment qu'il y a des choses à faire encore. Voilà, ce en quoi essaye d'œuvrer le Programme national nutrition santé avec les différentes recommandations, mais ce pourquoi il faut aussi œuvrer d'un point de vue de la qualité de l'offre, de la régulation. Vous évoquiez la publicité, hein, il y a un rapport vraiment intéressant de Santé publique France en 2020, notamment sur l'exposition aux enfants et aux adolescents à la publicité, qui montre qu'ils sont majoritairement exposés à des publicités pour produits Nutri-Score D ou E. Donc, il y a vraiment un problème là-dessus et avec une frilosité de la part de nos institutions de légiférer par rapport à ça et d'interdire la publicité dans les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, aux heures de grande écoute où les enfants sont devant la télé. Alors du coup, pourquoi elles ne sont pas interdites ? C'est les lobbies ? Alors oui, évidemment. C'est toujours, enfin voilà, ceux qui payent la publicité, ce sont les industries agroalimentaires, et donc il y a une pression qui est forte pour ne pas aller dans ce sens-là, évidemment. Et juste pour compléter, le Nutri-Score du Coca Light, justement, ces questions-là ont été entendues par ce comité international et il va être nettement plus pénalisé dans les modifications qui ont d'ores et déjà été actées. Donc ça répond vraiment à vos interrogations. Oui. Par rapport à l'obésité, on s'aperçoit aussi que ce sont naturellement les jeunes générations qui sont le plus touchées, et donc forcément avec les mauvaises habitudes qu'elles vont prendre. Et il y a également un problème géographique. On s'aperçoit que dans des zones effectivement où le chômage est plus important, eh bien c'est l'obésité plus importante aussi. Ce qui fait qu'il y a une corrélation entre effectivement obésité, enfin malbouffe, obésité, chômage, donc difficultés financières, précarité nutritionnelle. Voilà. Et pour rebondir aussi, chez les enfants, du coup, on voit qu'en fait, ils sont de moins en moins surpoids, mais de plus en plus obèses. Oui. Et c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, parce que ça montre que en fait, l'IMC est beaucoup plus élevé tout de suite chez l'enfant. Et ça, c'est dramatique de voir qu'on a des enfants qui sont de plus en plus obèses aujourd'hui. Donc l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui permet de s'apercevoir au niveau de la population, de calculer l'indice de la masse corporelle, donc qu'il faut être entre 18 et 25, et entre 25 et 30 c'est en surpoids, et au-delà on est en obésité. Donc pour les enfants c'est dramatique. Ouais. Et alors, est-ce qu'on a une prise de conscience de notre société assez importante à l'heure actuelle ? Moi, je pense que quand même, on a conscience de ce problème et que on peut commencer à faire évoluer la situation, notamment dans le milieu scolaire, puisque en milieu scolaire, effectivement, il y a des repas et on fait va y revenir après. D'accord. Enfin, toujours est-il qu'effectivement, c'est la base, hein, l'éducation. L'éducation à la santé, l'éducation à la nutrition, des choses comme ça. Mathilde Touvier, tout à l'heure, donc vous parliez bien sûr du Nutri-Score. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus aujourd'hui au niveau de la santé publique pour essayer un peu de faire bouger les choses par rapport à la malbouffe ? Quels seraient, selon vous, les leviers qu'on pourrait mettre en place pour essayer un petit peu de faire avancer les choses ? En fait, on peut agir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit là, tous les trois depuis le début, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il faut agir à la fois au niveau de l'éducation, dès le plus jeune âge, donc en milieu scolaire, à la maison, etc. Il faut agir avec les recommandations nutritionnelles, donc les au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. On a beau, ça on commence à la connaître, mais il y a quand même 72% des adultes français qui n'atteignent pas encore cette recommandation. Donc, il y a des messages à diffuser. Au niveau de l'étiquetage, le Nutri-Score, c'est un outil. Regardez la liste d'ingrédients, s'en éteint, etc. Mais tout ça, finalement, ça repose sur le consommateur. C'est-à-dire c'est des outils évidemment très utiles, mais on dit au consommateur, écoutez, voilà, maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour bien manger, à peu près. En tout cas, on sait en partie. Et donc, il n'y a plus qu'à, vous devriez faire ci, ça, et choisir ci et ça. Alors, c'est une partie de la prise en charge du problème, mais évidemment, si on n'agit pas sur l'environnement dans lequel se trouve le consommateur en termes d'offres alimentaires, de marketing publicitaire, etc., on ne le met pas en condition de faire les bons choix. Et c'est quand même pas très facile pour un enfant qui a à côté de lui, sur le quai du métro, tout un distributeur de soda, de barres chocolatées, etc., de résister à la tentation, etc. Donc, il y a des choses à faire. Bon, déjà,
en rendant le Nutri-Score obligatoire en Europe, éventuellement en jouant sur la régulation économique. Il y a une taxe, on parlait de la nage tout à l'heure, boissons sucrées sont en première ligne. Il y a une taxe depuis 2012 en France sur les boissons sucrées. L'idée, là, ce qui est en train d'être étudié, c'est éventuellement de l'étendre en prenant en compte le profil du Nutri-Score, donc en taxant les produits de mauvaise qualité nutritionnelle au Nutri-Score. Il peut y avoir des choses à faire aussi, par exemple, sur la régulation du marketing, de la publicité, sur la régulation des distributeurs automatiques, par exemple, de rendre obligatoire le fait d'avoir une fontaine d'eau à côté des distributeurs de boissons sucrées. La personne qui a vraiment soif peut boire de l'eau et pas une boisson sucrée. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, il y a notamment le rapport du Haut Conseil de la santé publique de 2017 qui liste plein de propositions et de pistes d'action pour améliorer la santé de la population par la nutrition. Donc finalement, d'après ce que vous dites, la balle est surtout dans le camp des industriels à l'heure actuelle, mais ils freinent un petit peu des cas de fer, si je ne m'abuse. Ils sont assez réticents à tous ces changements a priori. Oui, alors pas tous, hein, heureusement. Voilà, il faut toujours avoir aussi une part d'optimisme. Il y en a qui s'engagent à poser le Nutri-Score, à reformuler les produits en baissant le sel, etc., sans rajouter des cochonneries par ailleurs. Donc, il y a des progrès qui sont faits, mais évidemment, là encore une fois, l'exemple du Nutri-Score, les principaux opposants, ce sont Coca-Cola, Pepsi, Ferrero, etc. Donc, ceux qui ont un portefeuille de produits dans les couleurs chaudes du Nutri-Score et qui s'opposent à ces mesures-là. Donc, on a vraiment une bataille entre santé publique, santé du consommateur et intérêt économique. Moi, effectivement, j'ajouterais, par rapport donc au Nutri-Score, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a certains pays qui le refusent, enfin en tout cas qui traînent les pieds. Par exemple l'Italie. Par exemple, effectivement l'Italie, parce qu'effectivement les produits qu'ils mettent en avant sont des produits de charcuterie et des produits fromagers. Mais là aussi, Nutri-Score. Bon, moi je trouve que quand même ça a été un progrès par rapport aux consommateurs parce que effectivement c'est comme vous disiez tout à l'heure, on fait les courses rapidement et le coup d'œil est vite fait, vite jeté, et ce qui fait que il y a eu quand même comment je veux dire les enseignes, enfin les marques en tout cas ont fait un effort et aujourd'hui on voit des choses qui sont quand même plus acceptables que par le passé, justement grâce à ce Nutri-Score, grâce à d'autres applications. Bon, on peut citer Yuka, l'UFC Que Choisir en a une aussi qui s'appelle Quel produit aussi et qui font que y a une éducation du consommateur. Et moi je penserais effectivement s'il est difficile de toucher l'industrie parce qu'effectivement c'est quelque chose, ils sont en général intouchables, là où ils sont plus touchables, là où ils sont plus atteignables en tout cas, c'est par le porte-monnaie, et le porte-monnaie qui en dispose, c'est le consommateur. Oui, Constance. Après, pour avoir travaillé du coup dans l'industrie et en tant que chef de projet R&D, c'est vraiment le Nutri-Score, quelque chose qui est rentré dans nos habitudes au travail. Quand on développe un nouveau produit et que le marketing nous demande de développer un nouveau produit, c'est parfois dans vraiment le brief, quoi. Il faut un Nutri-Score A, Nutri-Score B. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif, oui. C'est plutôt positif. Il y a aussi des marques qui transforment un petit peu leurs recettes, qui ont pris en compte, alors je ne vais pas la citer, mais une marque de soupe, par exemple, on voit dans sa pub qui dit j'ai enlevé tel additif. Oui. C'est vrai Mathilde Touvier le disait, il faut être aussi optimiste. C'est vrai qu'il y a des marques on rénove beaucoup les produits. On rénove beaucoup les produits pour passer du B au A, pour enlever des additifs. Moi, j'étais dans justement une entreprise qui était vraiment sur ça. On appelle ça le clean label, c'est-à-dire enlever un maximum d'additifs dans nos produits, même si c'est toujours très compliqué parce qu'un produit en grande distribution, il reste longtemps dans un rayon. Donc, enlever un conservateur, c'est pas si facile que ça. Donc, il y a beaucoup de travail derrière, mais globalement, c'est quand même positif. Après, au niveau consommateur, il y a une vraie éducation à voir. Au niveau des parents, on parlait des enfants. Au niveau des parents, je pense que le goût, on n'en parle pas toujours, mais au niveau de la malbouffe, le goût est tellement important pour moi que on en parle trop peu. Entre un cordon bleu industriel et un cordon bleu maison ou de chez le boucher, entre un burger qu'on a du fast-food et un burger maison, le goût n'a rien à voir. Et je pense que si on remet le goût vraiment au centre de l'assiette, je pense qu'on arrivera aussi à changer les habitudes parce que quand on préfère un produit, on y va automatiquement un peu plus et ça nous motive peut-être à plus cuisiner et à partir sur des produits plus bruts. Et Monsieur Seudat, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez d'inégalités sociales. Les plus modestes seraient plus touchés par la malbouffe. Alors. Et justement, on va regarder ce reportage ensemble. D'abord, un chiffre, plus 14,5% de hausse sur les produits alimentaires en février 2023 par rapport à l'an passé. C'est une forte augmentation qui touche notamment les plus modestes, qui se tournent pour certains sur des produits moins chers, souvent de moins bonne qualité. On regarde ce reportage. Arpenter les rayons des supermarchés aujourd'hui,
c'est arbitrer entre les produits, comparer les prix et surtout faire des choix. Avec l'inflation, les Français bousculent leurs habitudes de consommation. Là, j'ai acheté des petites bricoles, que les trucs où ils ont mis des petits prix. J'achète des trucs que j'ai jamais achetés, du bas de gamme, de chez bas de gamme. Je regarde, avant je regardais pas. J'ai acheté des fruits, bon ça va, ils font des promotions, mais sinon on ne peut pas. Avec l'inflation, c'est vrai que le marché c'est plus cher maintenant. À chacun sa technique pour dépenser moins. Prenez les premiers prix, c'est moins cher. Vous payez, bon, c'est la même base, le même lait, il arrive dans l'usine de la même manière, seulement vous ne payez pas la marque. Dans le détail, ce sont avant tout les produits frais, parfois plus chers, que les Français délaissent le plus. Si le budget alimentation des Français n'a pas bougé, il se recentre sur l'essentiel, selon cette experte. Ils vont aller dans des enseignes ou dans des circuits de distribution plus attractifs en prix, se tourner vers des marques moins chères et puis quelque part aussi modérer leurs achats de produits dits du bien consommé. Par exemple, on voit que le bio, aujourd'hui, éprouve quelques difficultés. Le bio, c'est plus cher. Et donc, les Français veulent continuer à acheter des yaourts, par exemple, et vont acheter des yaourts qui ne sont pas bio. Selon l'INSEE, l'inflation sur l'alimentation devrait encore grimper. Frédéric Ciodat. Écoutez, on est en plein dedans, hein, puisque à partir de la mi-mars, donc il y a quelques jours, toutes les enseignes ont été invitées à lancer ce qu'on appelle un panier anti-inflation, dans le cadre d'une opération qui s'appelle le trimestre anti-inflation. Et donc, je dis toutes, mais c'est pas le cas de toutes, puisque effectivement, une bonne partie, effectivement, Leclerc et Lidl ont des stratégies différentes, mais en tout cas, les enseignes ont ce panier anti-inflation. Bon, on a fait une enquête, par exemple, sur Poitiers. On a vu qu'effectivement, sur Géant Casino, il y avait les 500 produits, ils étaient bien affichés, ils étaient bien là, et quand on circule dans les allées du magasin, on s'aperçoit effectivement qu'on les trouve, elles sont mentionnées, elles sont indiquées par un logo tricolore, alors ce sont des produits à moins d'€1. Alors maintenant, pour la qualité, c'est ce que disait effectivement madame, la qualité, peut-être, il faut chercher peut-être, hein, mais ce sont des produits des produits de base, et vous ne trouverez pas, ou très 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 peu de produits bio, par exemple. Je me souviens, moi j'ai fait l'enquête et j'ai vu des pâtes, 500 grammes de spaghettis bio à 99 centimes, mais c'est à peu près le seul produit bio que j'ai vu, et en tout cas pas de produits frais. Et toujours des produits de marque distributeur. Hein. Oui, parce que justement, l'UFC Que Choisir a épinglé plusieurs enseignes. Oui. En montrant qu'il y avait très peu de produits frais, comme vous disiez, beaucoup de produits très transformés. Et on a vu que dans certains paniers, on trouvait des sodas, des choses comme ça. Des chips, de l'alcool, etc. Exactement. Les publicités, je ne sais pas si vous avez vu pour les paniers anti-inflation, vous regardez les produits, je vous en avais envoyé quelques-unes, les photos, il n'y a pas un produit brut, comme vous disiez, monsieur, il y a énormément de produits transformés, et c'est aussi ça le souci, c'est que c'est pas qu'on incite les gens à aller un petit peu là-dessus, mais si on essaye de ne pas forcément tout le temps faire ses courses en grande distribution, d'aller au marché, chez le maraîcher. C'est ce que j'essaye un petit peu de prôner sur mes réseaux sociaux, en faisant des vidéos, justement, en allant chez le maraîcher, en achetant direct du producteur. J'ai un panier à 70 € une semaine de personnes, et je fais la même chose en grande surface. Il est à 100 € mon panier, parce qu'en fait, vous avez tellement de produits. Dans un magasin, il y a 12 000 produits en moyenne, dans un supermarché, et vous êtes constamment, en fait, il y a des innovations partout, des marques partout. Dans un rayon de jambon, il y a à gauche, à droite, vous avez plein de jambons. Et faire ses choix, c'est très compliqué. On achète beaucoup plus, on ne se rend pas compte, mais dans un supermarché qu'en allant directement sur le terrain avec un marché qui a simplement un seul type de jambon. Il se passe aussi que par rapport à ces produits qui sont présentés donc au public, eh bien, le prix inclut le seuil de revente à perte de 10%, qui est un seuil imposé donc par la loi Egalim, qui fait qu'effectivement, normalement, ces 10% auraient dû aller au producteur, mais ça ne s'est pas fait, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le produit le prix le plus bas. Il y a toujours 10% en plus. Et c'est une critique de l'UFC Que Choisir. Mathilde Touvier, par rapport à ce reportage, on le disait quand on préparer l'émission, les inégalités, finalement, est-ce qu'elles ne se creusent pas, alors, en général, mais aussi au niveau de l'alimentation avec cette inflation ? Si, complètement. Enfin, vraiment, l'alimentation a toujours été, et l'est plus que jamais, un marqueur des inégalités sociales de santé. On l'évoquait tout à l'heure, hein, sur l'obésité, c'est flagrant. Chez les enfants, on a 16% des enfants d'ouvriers qui sont en surpoids et 6% en situation d'obésité. Et c'est seulement 7% et 1% chez les enfants de cadre. Donc, c'est vraiment flagrant. Dans Nutrinet Santé, donc, on a
50% de plus, donc voilà, 2 fois plus de consommation de fruits chez les plus hauts revenus comparé aux plus bas revenus. Pareil sur le poisson. Donc, c'est vraiment extrêmement marqué. Et là aussi, en fait, tout ce qu'on évoque là depuis tout à l'heure, ce sont des choix politiques. C'est-à-dire que la régulation économique et les politiques d'incentive, au contraire de taxation sur les produits alimentaires, c'est des choses qui se décident au niveau gouvernemental. Donc, il y a des choses clairement à faire là-dessus d'un point de vue politique de santé publique. Et on parle de contexte d'inflation. Il y a eu la crise sanitaire il y a quelque temps. Est-ce que c'est pas aussi un contexte un petit peu anxiogène qui pourrait aussi pousser c'est une question que je pose, Mathilde Touvier, les consommateurs à surconsommer, par exemple? Est-ce que ça crée un petit peu un sentiment d'anxiété Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. Alors, déjà, il y a eu quand même une augmentation de la précarité étudiante. Enfin, on a tous vu ces scènes hallucinantes de files devant les soupes populaires ou aides comme ça alimentaires pendant le Covid, qui est quand même c'est vraiment extrêmement peur pour un pays comme la France. Donc, il y a déjà ces aspects-là. Mais après, d'un point de vue psychologique, il y a eu un petit peu de tout. C'est-à-dire, notamment, nous, on a publié une étude pendant le confinement dans Nutrinet Santé sur plusieurs dizaines de milliers de citoyens français, où on a vu, en fonction des situations personnelles, est-ce que les personnes étaient confinées chez elles, étaient en télétravail, avec des enfants ou pas, etc. On avait un groupe de personnes qui, du coup, s'est retrouvé avec finalement plus de temps pour cuisiner, pour prendre soin de soi, pour faire de l'activité physique, etc. Et s'est mis à cuisiner maison, à faire plus à manger. On voyait les pénuries de farine dans les rayons, etc. Et qui, du coup, aussi, on l'a vu, s'est traduit par une perte de poids chez ces personnes. Et puis, on a eu d'autres personnes qui se sont retrouvées en situation, au contraire, de ne plus pouvoir faire le sport qu'elles faisaient d'habitude, de grignoter parce qu'ennui à la maison ou par anxiété par rapport au Covid ou d'autres raisons financières ou autres, et qui, au contraire, ont été, ça s'est traduit par des prises de poids. Donc, il y a eu vraiment plusieurs patterns et pas tout le monde qui a grossi ou minci pendant le confinement. Il y a eu des situations assez contrastées. Et pendant cette situation d'inflation, alors Constance Régnier, on en parlait au téléphone, est-ce que les industriels ne sont pas aussi un peu tentés de, sans forcément prévenir les consommateurs, réduire leurs marges par divers procédés ? Je pense qu'ils n'ont pas attendu l'inflation pour le faire. Mais après, c'est pas qu'ils sont obligés, mais aussi quand on est face à la grande distribution, les prix, quand vous êtes acheteur d'un industriel, en face, vous avez la grande distribution, on vous demande toujours des prix au plus bas. Donc, en fait, vous remontez la chaîne. Bien sûr, en R&D, en innovation, on vous demande de réduire les coûts. Et pour réduire les coûts, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous réduisez le grammage du produit sans que le client s'en aperçoive forcément, soit vous rajoutez de l'eau ou des produits qui coûtent moins cher, ou alors vous allez sourcer vos ingrédients plus en France, en Europe ou en Asie, enfin, pour à chaque fois réduire les coûts. Et je pense pas qu'on a attendu l'inflation pour le faire. Moi, je l'ai fait il y a quand même il y a 3-4 ans, et ça fait des années que ça se fait. Continue, en fait. La guerre des prix, elle a toujours été là, dans le modèle alimentaire dans lequel on est. Il ne se passe pas un journal télévisé sans qu'on aborde justement ce problème-là de... Alors, enfin, c'est pas qu'on invente, on va chercher en Angleterre des termes comme la shrinkflation, comme la cheapflation, qui consiste, si vous voulez, effectivement, à réduire la qualité. Lorsque, par exemple, vous avez un produit chocolat, et bien maintenant, c'est un produit chocolaté, c'est plus la même chose qu'un produit chocolat, ou pur beurre, ou plus, enfin, si vous voulez, tout ça, ce sont des choses... Remplacer l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Oui. Quant au grammage, c'est aussi quelque chose... Oui, là aussi... Le grammage, c'est aussi un grand classique aussi de la situation et des ruses du marketing. Et expliquez-nous pour le grammage. Le grammage, vous avez un produit, vous avez un produit qui était vendu 1 litre, enfin là, en quantité, en litres, par exemple, vous avez 1 litre et la bouteille a légèrement diminué sans que ça se voit à l'œil nu. Et pourtant, c'est indiqué, c'est légal. C'est-à-dire qu'en fait, sur la bouteille, il est bien indiqué effectivement la quantité et le prix au litre, mais c'est écrit en tout petit. Et encore une fois, vive la loupe. Ma loupe. Oui. Voilà. Et ça, c'est un problème aussi pour les consommateurs de pas être, ils sont pas forcément mis au courant. Est-ce que c'est un manque de transparence ? Sûrement, c'est sûrement un manque de... Mais c'est légal. C'est oui. Ça. Disons que, par exemple, par rapport aux allégations, je pense que c'est plus vicieux, on va dire, que l'allégation qui, elle, est bien, en tout cas, bien marquée. Une allégation où on vous dit, par exemple, sans sucre ajouté, on sait qu'il faut, je crois que c'est 5 grammes de sucre pour un produit, alors que si c'est... non, ça c'est
sans sucre ajouté, c'est 0,5 grammes pour 100 grammes. Donc là, il y a bien effectivement des lois. Alors que là, si vous voulez, c'est, écoutez, c'est à la libre appréciation de l'inventeur et ensuite, il faut que le consommateur puisse effectivement s'y retrouver. Et d'où l'importance, je reviens à ma liste d'ingrédients, mais j'y tiens parce qu'en fait, par exemple, typiquement, on en parlait au téléphone, le cracking. Vous prenez un pain chez le boulanger, on fait comment un pain, farine, œuf, levure, sel. Dans la grande distribution ou parfois à d'autres endroits, on va avoir des ingrédients qui sont issus du cracking. Donc le cracking, c'est de diviser un ingrédient en plein d'éléments différents. Typiquement le blé, on va en faire de l'amidon, du gluten et d'autres éléments, ce qui va permettre à l'industrie de gagner plus parce qu'ils vont le vendre en différents éléments. Et en fait, pour faire du pain moins cher, on va prendre du gluten, on va prendre de l'amidon, on va prendre quand même un peu de farine et de l'eau, mais ça permet de vendre un produit moins cher. Et comment le consommateur le voit, il le voit avec la liste d'ingrédients. C'est vraiment la liste d'ingrédients, c'est quelque chose on peut pas mentir dessus. Et si on est en tant que consommateur, si on va acheter de la qualité, il faut retourner les étiquettes, même si ça prend du temps. Après, avec les habitudes, et quand on a une liste trop longue ou avec des mots qu'on comprend pas, il faut passer à autre chose. Faire attention. Oui, Mathilde Touvier, par exemple, vous parlez du pain, on peut donner l'exemple des nuggets ou des cordons bleus, des aliments où il y a des tas d'ingrédients. Et finalement, ces ingrédients ne sont pas forcément de bonne qualité. Oui, pas forcément de bonne qualité, ou en tout cas, c'est vrai qu'on commence maintenant à se poser des questions sur notamment ce qui peut être additif alimentaire. Il faut savoir que les additifs, alors souvent on nous dit, de toute façon, ils sont régulés, et c'est vrai, il y a l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui les autorise un par un, donc il y a des études toxicologiques qui ont été faites, etc. Mais sauf que toutes ces autorisations et ces études ne tenaient compte de ce que savait la science jusqu'à présent, et en l'occurrence, il y avait quasiment que des études, notamment sur des cellules ou sur des modèles animaux, quasiment aucune étude chez l'homme sur le risque de maladie à long terme. Pas non plus d'études sur les potentiels mélanges, les potentiels effets cocktails, parce qu'on ne mange jamais un additif quand on mange un nugget, il y en a souvent plein dedans. Pareil dans des... l'effet cocktail, c'est le fait de dire que plusieurs constituants peuvent interagir entre eux. Il peut y avoir des synergies qui, du coup, l'effet du mélange n'aura pas le même effet que juste chaque constituant pris individuellement. Et tout ça, jusqu'à présent, la science n'a pas pu l'évaluer. Et c'est par exemple la première fois, grâce à Nutrinet Santé, comme on a collecté tous les noms commerciaux et les marques des aliments industriels consommés par les participants, qu'on arrive, nous, maintenant, à connaître la consommation d'additifs des participants et à pouvoir vraiment, au niveau épidémiologique, chez l'humain et sur la santé à long terme, faire des liens entre ces expositions aux additifs et le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, etc. Donc, il y a des choses qui commencent à sortir maintenant et qui, effectivement, et notamment pour répondre par rapport aussi au Nutri-Score, ne faisaient pas partie du gros socle de connaissances sur le gras, le sucre, etc., qui a vraiment prévalu à la mise en place de ce logo, mais qui vont rentrer au fur et à mesure dans le socle de connaissances sur l'impact de l'alimentation sur la santé et qui vont permettre de faire évoluer les recommandations, l'étiquetage, etc. Donc, c'est sûr que oui, dans la liste d'ingrédients, il y a peut-être des choses qui posent problème, ou en tout cas sur lesquelles on se penche très sérieusement d'un point de vue recherche en ce moment. Et puis, dans le reportage qu'on a vu il y a quelques minutes, on parlait aussi de la baisse du bio. C'est quelque chose qui peut être problématique aussi, alors sans parler évidemment des producteurs, mais si on mange moins de bio, plus de pesticides dans nos aliments. À mon avis, c'est un retour de manivelle presque normal, compte tenu de la situation inflationniste actuellement. Les gens, on l'a dit tout à l'heure, vont se précipiter vers des produits moins chers, et forcément le bio va être le premier impacté. Mais il y a aussi d'autres choses. Par exemple, le gouvernement a incité à mettre en place un label qui est le label HVE, haute valeur environnementale, qui est un label un peu pipeau, je veux dire ça comme ça, vulgairement, puisque il met en avant un produit sans que ce produit ait les qualités qu'il faut pour le faire. Or, les subventions qui étaient attribuées au bio, on les a un peu rognées pour les mettre sur le HVE, ce qui fait que forcément, là aussi, il y a une baisse, je veux dire, mécanique de la possibilité des agriculteurs bio, et on voit aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs bio qui renoncent en tout cas à la situation pour repasser dans le conventionnel à cause de ça. Mais il est temps maintenant de parler plus précisément des solutions.
Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de bien manger, surtout à l'heure d'une forte inflation? Alors, on l'a évoqué tout au long de cette émission, cuisiner, limiter le gaspillage alimentaire, on va en parler. On va regarder ce reportage. Ce sont des pistes qu'ont pu explorer 300 lycéens de la grande région à l'occasion d'une journée découverte au lycée Kyoto à Poitiers, donc de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Reportage réalisé en 2022. Le bonheur est-il dans l'assiette? En tout cas, il semblerait qu'il soit dans la cuisine. C'est la première fois? Oui, un peu. Moi, totalement. J'ai jamais fait ça de ma vie. Par l'année prochaine, on sera bien obligé de cuisiner si je vais à l'université. Parce que du coup, je serai seul, donc il faudra bien cuisiner. Donc il faut s'habituer. Cuisiner pour bien manger, une habitude à prendre dès le plus jeune âge, pour rester en bonne santé, mais aussi faire des économies. Si on va dans une grande surface, s'acheter tout ce qui traîne, ça a un coût, c'est préparé, c'est plus ou moins bien préparé. Tandis que cuisiner, faire la même chose avec les produits de base, ça ne donne pas du tout le même résultat en termes de qualité nutritionnelle et en termes de qualité gustative. Mais la cuisine, comme le reste, ça s'apprend et parfois, ça déborde. Ça s'improvise pas à la cuisine, hein? Ah non, pas du tout, non. On était bien accompagnés, mais bon, visiblement... Bref, la gastronomie, ce n'est pas du gâteau pour tout le monde. Cette journée lycéenne sur l'alimentation durable n'aurait pas lieu sinon. Beaucoup de problèmes de santé sont liés à la mauvaise alimentation. Or aujourd'hui, où est-ce qu'on apprend à bien manger? C'est au lycée. Au lycée, on apprend les éléments scientifiques qui permettent de comprendre pourquoi la nourriture que l'on a dans son assiette à midi est essentielle. Avec cette action, la région tient aussi à rappeler son plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les lycées de Nouvelle-Aquitaine, où 25 millions de repas sont servis chaque année. On l'a vu dans ce reportage, l'éducation, apprendre à cuisiner, c'est un des leviers, c'est de ce dont vous parlez sur vos réseaux sociaux. Tout à fait, et c'est ce que la personne disait, je n'ai presque jamais cuisiné, c'est la première fois que je fais ça. Et ça, on l'entend de plus en plus dans nos générations, des jeunes qui n'ont jamais, j'exagère, mais qui n'ont jamais mis un pied en cuisine. Et je pense que c'est primordial de réapprendre aux gens à cuisiner, et les réseaux sociaux pour atteindre cette cible, c'est l'endroit où il faut être. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes avec des recettes simple, rapide, pas cher. On parlait du bio tout à l'heure. Cet été, j'ai fait un petit comparatif grande surface. En bio, j'avais une tomate à 4,99 € le kilo. Et chez le maraîcher, 5 km à côté de chez moi, 2,99 €. Donc, il faut aussi se déplacer et ne pas rester dans les grandes surfaces si, avec le même budget, on veut mieux manger. C'est primordial parce que le bio en grande surface, il y a bio et il y a bio aussi parce que le bio de Chine ou le bio en Europe où il y a énormément de fraude, voilà, faut privilégier la proximité. Et proximité. Si on veut soutenir, on l'a fait durant le Covid, soutenir les producteurs qui étaient autour de nous. Malheureusement, on est reparti rapidement dans les grandes surfaces et il faut continuer à soutenir ces personnes-là parce que sur le terrain, pour aller les voir souvent, c'est très très compliqué pour eux. Vous le disiez, Constance Régnier, donc il faut aller par exemple à son maraîcher qui est peut-être un petit peu plus loin. On ne va pas mentir aux téléspectateurs, ça prend peut-être un peu plus de temps de bien manger. C'est moins la facilité, mais par contre, ça vaut le coup. C'est pas non plus très désagréable. Aller faire son petit tour au marché, puis de voir des gens et de rencontrer. C'est aussi un lieu de rencontre, un lieu où on discute, un lieu d'échange. Moi, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec vous. Il faut. Et d'ailleurs, quand on voit actuellement tous les produits, les paniers anti-inflation, on met la focale sur les grandes surfaces. Mais que doivent penser donc les petits commerçants du coin, qui eux n'ont pas ce dispositif et qui sont lésés dans l'histoire. Ils sont à la peine. Parce que on vous parlait du marché, mais il y a aussi tous les petits commerçants du coin, et ils ont aussi besoin de travailler, de vivre, et ils produisent aussi souvent du local. Chez nous, par exemple, on a le miel qui est fourni dans le village, quoi. Donc c'est quand même intéressant, quoi, à des prix quand même beaucoup moins chers que ce qu'on voit ailleurs. Alors, ce serait quoi la solution pour les petits commerçants alors là, je crois qu'il doit y avoir le petit commerçant. Il faudrait pouvoir leur permettre aussi, et d'ailleurs ils le font. Je crois que en général le petit commerçant fait partie d'une chaîne aussi, donc quelque part aussi il n'est pas tout seul. Mais c'est déjà inciter les gens à retrouver leurs petits commerçants, pas aller en grande surface forcément. Éviter que par exemple dans une commune de 2 ou 3 000 habitants, il y ait un petit commerçant et puis qu'on installe tout de suite après donc une grande surface ou une moyenne surface à la sortie du village. Ça c'est clair. Il y a le petit marché
marché du village, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, même si ça vivote, je crois qu'il faut quand même que ça y aille. Mathilde Touvier, quelles seraient les solutions finalement si on veut essayer d'en finir, alors peut-être pas définitivement, mais essayer d'en finir avec la malbouffe et trouver des solutions pour mieux manger, bien manger? Vraiment des solutions à toutes les échelles, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, partir sur de l'éducation. Alors là, on l'a vu dans les lycées, dans le reportage, ce qui est une super initiative. Ça peut commencer très tôt. Moi, j'ai animé à la Cité des Sciences le mois dernier un super atelier chez les 7-10 ans sur l'alimentation. Et il y avait vraiment du répondant et on sentait le côté d'ailleurs prescripteur des enfants au sein de leur foyer pour faire changer les habitudes autour du Nutri-Score, du scan des aliments. Ils sont hyper modernes, beaucoup plus que les parents parfois. Donc, il y a vraiment de l'espoir. Et après, voilà, les recommandations, l'étiquetage et tout ce qui va être décision politique sur voilà, le bio, le fait d'avoir des aliments disponibles ou des publicités ou un marketing pour des aliments qui sont, on le sait, mauvais pour la santé. Ça, ce sont vraiment des décisions qui doivent se prendre au niveau politique et qui peuvent faire vraiment changer l'environnement dans lequel se trouvent les citoyens pour faire les bons choix pour leur santé. Et Mathilde Touvier, est-ce que par exemple, on pourrait envisager de taxer les produits, les mauvais produits, comme on le fait avec les cigarettes par exemple, ou est-ce que c'est pas envisageable ? Est-ce que ce serait une des solutions, par exemple ? Oui, bien sûr. Donc, c'est déjà fait. Donc, sur la taxe soda, enfin la taxe sur les boissons sucrées, est mise en place en France depuis 2012 et elle est même indexée sur le taux de sucre depuis 2018 et ça prend aussi en compte les édulcorants. Donc ça, et c'est quelque chose qui est bénéfique. Alors, il y a notamment plusieurs pays qui ont mis en place cette taxe. Au Mexique, par exemple, c'est vraiment souvent cité comme exemple, où ils ont réinjecté en plus les bénéfices de la taxe pour des opérations ou des fontaines d'eau dans les collèges, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui marchent très bien autour de ce type de politique. Et là, la réflexion pourrait être justement, donc, notamment en cours avec le ministère de la Santé, mais de voir est-ce qu'on pourrait étendre cette taxe plus généralement au reste des produits sucrés, voire aux produits qui ont un profil Nutri-Score, donc profil nutritionnel plutôt défavorable. Donc ça peut effectivement être un des éléments de la politique de santé publique important. Et Frédéric Ciodat, on en parlait tout à l'heure de gaspillage alimentaire. Est-ce que c'est aussi l'une des solutions, par exemple, si on cuisiner ses restes ou... Écoutez, oui, il y a des... Je ne sais plus quel est le terme en anglais. Là aussi, c'est un anglicisme qui fait qu'on peut cuisiner pendant toute une semaine pour les repas. Cooking, oui. Le batch cooking, voilà, c'est ça. Mais Madame parlait de l'aspect législatif oui. Par rapport donc au gaspillage alimentaire. On est en France un des pays où il y a peut-être le plus de lois concernant le gaspillage alimentaire. On l'a vu récemment, il y en a encore une qui vient de sortir, demandant effectivement, on va demander aux gens de faire du compost, on a déjà demandé aux restaurateurs de faire attention. Le fameux... on peut reprendre les aliments qu'on n'a pas consommés, des choses comme ça. Donc, les restaurateurs ? Pour les restaurateurs, oui. Parce qu'en fait, le gaspillage alimentaire, c'est pas l'individu. Bon, je sais que vous gaspillez 30 kilos de nourriture par moi, en tant qu'individu. Moi aussi, tout le monde ici. Mais après, il y a, si vous voulez, tout ce qui est gaspillé en amont, c'est-à-dire au niveau de la production, au niveau de l'industrialisation, au niveau du stockage. Donc, tout ça sont des choses qui doivent être effectivement très surveillées. Et il y a des lois pour ça aussi. Voilà. Et comment on pourrait faire mieux, parce qu'on n'est pas forcément... Déjà, les faire respecter. Quand on voit, par exemple, que la DGCCRF, la Direction Générale de la Répression des Fraudes, a des moyens très limités, en tout cas, pour faire tout son travail, eh bien, on peut se poser des questions aussi. Et Constance Régnier, vous parliez tout à l'heure d'une alimentation plus naturelle, plus brute. Est-ce que c'est ça aussi, essayer de revenir, si on peut, à quelque chose de plus naturel, de plus... Est-ce qu'on peut même parler de terroir ? Oui. En fait, moi, je vois souvent ma grand-mère, elle était à la campagne, agricultrice. Je l'ai vue faire son poulailler, son potager, sa crème, son beurre. Je ne pense pas qu'on va revenir à ce modèle-là parce qu'on est parti dans l'extrême. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un juste milieu aujourd'hui à avoir. On parlait du gaspillage dans un supermarché. Tout le long de la chaîne, il y a 30% qui part à la poubelle. Pour l'avoir vu aussi de mes propres yeux dans une industrie ou dans un magasin, il y a un tiers quand même du magasin qui part à la poubelle. Bon, c'est quand même dramatique. Et donc, je pense que oui, il faut revenir à la cuisine, comprendre ce qu'on achète. On en parlait tout à l'heure, mais
Voilà, il faut retrouver, il faut changer de modèle. Ce modèle-là, pour moi, il est plus durable et il faut créer un autre modèle. Les générations futures le feront, j'espère, mais il faut créer un modèle qui rassemble un petit peu les deux. Et les terroirs sont hyper importants parce qu'on perd beaucoup nos terroirs en 3 générations. Si je reparle de ma grand-mère, en 3 générations, nous, on ne sait même plus quand est-ce qu'il faut planter une carotte, pourquoi une vache donne du lait. Enfin, c'est des questions vraiment simples. Et il y a toute une partie éducationnelle, justement, on en parlait avec les jeunes, qui est importante à mettre en place. Mathilde Touviat, en quelques mots, puisque l'émission touche déjà à sa fin, est-ce qu'on peut changer de modèle? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, toujours optimiste. Évidemment qu'on peut, évidemment que certains industriels sont déjà engagés dans cette dynamique. Les citoyens, avec la prise de conscience dont on a parlé un petit peu tout au long de l'émission, effectivement, c'est eux qui ont le pouvoir aussi de faire changer les choses. Le fait qu'ils demandent qu'ils soient plus exigeants, qu'il y ait des associations de consommateurs comme l'UFC Choisir qui leur fassent prendre conscience des choses également. On va dans ce sens-là. Après, voilà, c'est sûr que ce sont toujours des batailles pour changer ce modèle-là pour la santé publique au détriment en tout cas, bataille contre les intérêts économiques. Mais bien sûr, je suis très optimiste sur le fait qu'on va y arriver. Oui, Frédéric Seudat, des associations comme les vôtres, elles restent indispensables aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et justement, vous parlez par l'éducation, on a un système qui chez nous s'appelle les rendez-vous conso, où on va dans les associations, on va dans les lycées, dans les collèges, pour essayer de prêcher la bonne parole. Si tant est, il y a une bonne parole. Ça fonctionne bien? Pas trop. Pas trop? Pas trop, mais on essaye. Ouais. Eh bien, écoutez, merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission. Sur la malbouffe, on a tenté dans cette émission de parler des solutions, du constat, mais aussi des solutions, car c'est le but de cette émission Disputant Doom. C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et merci encore à vous 3 et à vous, Mathilde Touviat, à distance, et pour vos éclairages. Et puis, je vous dis merci et à bientôt.